Chers étudiants, bonjour. Tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Wael Oshto. Je suis professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Ain Choc, Casablanca. Je suis votre prof d'analyse. Avant de commencer ou de présenter le contenu de ce module, je vais dire quelques petits mots sur le rôle des mathématiques en économie. En économie, les mathématiques permettent d'introduire de la rigueur dans les raisonnements. Elles offrent la possibilité de construire des modèles, de résoudre des problèmes économiques, bien évidemment, ainsi que de faire des prévisions. L'utilisation de l'analyse repose sur le fait que beaucoup de concepts et de problèmes peuvent être représentés sous forme de fonctions de certaines variables. Par exemple, consommation en fonction du revenu, pouvoir d'achat en fonction du temps, le gain en fonction des ressources, ainsi de suite. On peut trouver de nombreux exemples. Les démarches pour utiliser les mathématiques en économie sont les suivants. Dans un premier temps, on a des données d'un problème économique. On procède à la modélisation ou à la formalisation du problème en utilisant des équations ou des graphiques ou des matrices ou autres formes de représentation. Avec cela, on arrive à un problème mathématique qui est soit sous forme de maximisation ou de minimisation ou un système matriciel ou autre. Dès qu'on a un problème mathématique, il faut procéder à la résolution de ce problème. Pour cela, on fait recours à des théorèmes, des méthodes ou des algorithmes ou autres concepts mathématiques, bien évidemment. Avec cette résolution, on arrive à un résultat mathématique qui est sous forme de soit minimum, soit maximum, soit racine, soit autre forme, soit une solution tout court. Dès qu'on a un résultat mathématique, il faut procéder à l'interprétation économique de la solution et de faire le lien entre la solution mathématique et les données ou la solution économique. En suivant ces démarches, on peut arriver ou résoudre un problème économique. Maintenant, on va parler un peu du contenu de ce module. Ce module contient trois chapitres. Le premier est consacré aux fonctions à une variable réelle. Le deuxième, on va voir le développement limité et ses applications. Et le troisième chapitre est consacré aux fonctions à plusieurs variables ainsi que la résolution ou les problèmes d'optimisation avec et sans contrainte. Ce premier chapitre, fonction à une variable réelle, c'est quelque chose que vous avez déjà vu auparavant. Néanmoins, une partie de ce chapitre. Bien évidemment, on va l'enrichir avec de nouvelles définitions et de nouveaux théorèmes et concepts. Le premier point qu'on va traiter dans ce chapitre est le domaine de définition. Soit f une fonction de R dans R, c'est une fonction à valeur réelle, on associe tout x de l'ensemble de départ avec f de x dans R de l'ensemble, qui est l'ensemble d'arrivée. L'ensemble des nombres réels possédant une image par f est appelé l'ensemble de définition de f. L'ensemble de définition sont les nombres réels de l'ensemble
de départ qui possèdent une image dans l'ensemble d'arrivée. Autrement dit, l'ensemble de définition est l'ensemble des réels pour lesquels l'image f de x a un sens. Eh bien évidemment, existe. L'exemple qu'on peut prendre pour ce cas-là, c'est le racine carrée. Racine carrée de x. C'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini, avec 0 compris, et elle n'est pas définie sur l'intervalle moins l'infini 0, avec 0 ouvert. Pourquoi? Parce que racine de moins 4 n'est pas égale à une valeur dans R. Racine de moins 4 n'a pas de sens. C'est une image de moins 4 qui n'a pas de sens, donc le moins 4 n'appartient pas à l'ensemble de définition. Bien évidemment, si on change l'ensemble d'arrivée, si on est par exemple dans C, le racine de moins 4, dans ce cas-là, a un sens. On va voir quelques exemples de fonctions standards ou des fonctions usuelles. On va les revoir parce que vous les connaissez et on va déterminer leur ensemble de définitions. Le premier exemple sont les fonctions polynomiales d'ordre n. f de x s'écrit sous forme de la somme de plusieurs monomes. Le premier, c'est an x à la puissance n, plus an-1 x à la puissance n-1, ainsi de suite, jusqu'au l'avant-dernier a1x plus a0. Bien évidemment, chaque monome, on a un coefficient, et les coefficients ne sont pas forcément non nuls. Exemple, par exemple, x à la puissance n-1. C'est un polynôme d'ordre n, avec le an égale 1, mais les autres termes, an-1, an-2, tous les termes sont nuls jusqu'à a1, tous les termes sont égaux à 0. Et a0 égale 1, dans le cas de x à la puissance n plus 1. L'ensemble de définition est noté d de f. Le d, c'est faire référence au domaine de définition ou l'ensemble de définition, et le f, indice f, il fait référence à la fonction à laquelle on veut chercher l'ensemble de définition. Donc, pour les polynômes, toutes les fonctions polynomiales, leur ensemble de définition égale R. Maintenant, on va passer aux fonctions rationnelles. f de x égale p de x sur q de x. Les fonctions rationnelles s'écrivent sous forme de quotient de deux polynômes. P de x et q de x sont des polynômes. L'ensemble de définition de f dépend de l'ensemble de définition de p et de q. On a p et de q sont des polynômes, donc ils sont définis sur R. Sauf que le q de x est un dénominateur. Donc il faut qu'il soit différent de 0. Donc l'ensemble de définition, c'est quoi? C'est les x appartiennent à R, mais à condition que q de x soit différent de 0, comme c'est le cas ici, parce que q de x est un dénominateur, il faut qu'il soit différent de 0, sinon on va se trouver avec p de x sur 0, qui est quelque chose d'infini. Donc on va prendre un exemple, c'est toujours la meilleure façon pour assimiler une définition ou un théorème.
Donc, on considère une fonction f de x, c'est 3x à la puissance 3 plus 2, le tout sur x au carré moins 4 fois x au carré plus 5. P de x ici, c'est 3x à la puissance 3 plus 2, et Q de x, c'est x au carré moins 4 fois x au carré plus 5. D'après la définition, l'ensemble de définitions sont les x appartient à R tel que Q de x soit différent de 0. Donc ici, c'est D de F sont les x appartient à R tel que x au carré moins 4 fois x au carré plus 5 soit différent de 0. Donc, on doit déterminer les x tels que ce terme soit différent de 0. X au carré moins 4 fois x au carré plus 5 différent de 0, il faut que les deux termes, x au carré moins 4 soient différents de 0 et x au carré plus 5 soient différents de 0. Pourquoi? Parce que si un des deux termes est nul, on va se trouver avec un produit nul et ce qu'on ne veut pas. Or, ce deuxième terme, x au carré plus 5, on a le x au carré, il est supérieur ou égal à 0. Donc, ici, x au carré il est supérieur ou égal à 0. Donc, x au carré plus 5, il est supérieur ou égal à 5. Parce que ce terme, il est toujours supérieur ou égal à 0. Et 5 est supérieur strictement à 0. Donc, ce terme est tout le temps supérieur à 0, donc différent de 0. Donc, tout ce produit différent de 0, seulement si et seulement si x au carré moins 4 différent de 0. Ce qui est équivalent x différent de 2 et moins 2, parce que x au carré moins 4, c'est une identité remarquable que vous connaissez sous forme a au carré moins b au carré, qui est a fois b, a moins b fois a plus b. Donc, x au carré moins 4 différent de 0, si et seulement si x différent de plus 2 et moins 2. Donc, l'ensemble de définitions, c'est R, privé des deux points, c'est moins 2 et plus 2. Je peux écrire ça sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini, moins 2, avec moins 2 exclu, union moins 2, 2, toujours le moins 2 exclu, et 2 aussi, il est exclu, union 2 plus l'infini, et bien évidemment, le moins l'infini et le plus l'infini n'appartiennent pas, donc on a les intervalles ici sont ouverts. Donc après avoir vu les fonctions polynomiales, on va passer à un nouveau type de fonctions qui sont les fonctions racines. Ce type de fonction est très utilisé dans les équations économiques. En fait, fonction racine énième, c'est f de x égale racine énième de g de x. Je peux écrire ça égale g de x, le tout à la puissance 1 sur n. En fait, ce que vous connaissez auparavant, c'est racine carrée. En fait, le n égale à 2. Et le cas où le n égale à 2, on ne met pas le 2. Ça, c'est une convention. Quand c'est 2, on ne le met pas. C'est sous-entendu. Quand c'est indifférent de 2, on le met. Évidemment, racine énième, dans ce cas-là, on considère que n est un entier qui est supérieur ou égal à 2. Seulement quand c'est n entier qu'on traite ici. Ici, on peut distinguer deux cas. Est-ce que le n est pair
Et est-ce que le n est impair? En fait, si le n est pair, g d de f, c'est quoi? C'est x appartient à R, tel que g de x soit supérieur ou égal à 0, inter l'ensemble de définition de g de x. Parce que ici, j'ai deux conditions. Il faut que cette fonction à l'intérieur soit supérieure ou égale à 0. Pour mieux comprendre, on a deux racines carrées, le 2, le n égale à 2, qui est pair, racine carrée d'une fonction. Pour que cette fonction soit définie, il faut que la fonction à l'intérieur de la racine, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 0. Pourquoi? Si on met ça égale h, et on met à la puissance n et à la puissance n en fait, ben on va se trouver avec une fonction qui a une puissance paire égale quelque chose qui peut-être n'est pas positif. Donc, c'est obligatoire, c'est nécessaire que dans le cas où n est pair, il faut que la fonction à l'intérieur ici soit supérieure ou égale à 0. Ça, c'est juste pour la condition pour racine. Mais il faut aussi faire attention à l'ensemble de définitions de G. Imaginez si vous avez ici 1 sur x, G de x égale 1 sur x. 1 sur x n'est pas défini en 0, donc en fait, il faut prendre en compte l'ensemble de définitions de G. C'est pour ça. Quand n est pair, d de f sont les x appartiennent à R, tels que g de x supérieur ou égal à 0 inter l'ensemble de définitions de G. Ça, c'est pour le cas où n est pair. Maintenant, on va voir le deuxième cas où n est impair. N est impair, il n'y a aucune condition. L'ensemble de définitions de f égale l'ensemble de définitions de G. Seulement quand c'est n est pair qu'il faut faire attention à la condition qui est g de x supérieur ou égal à 0. Et pour retenir ça, pensez à la racine carrée, ça veut dire carré c'est 2, ça veut dire n égale à 2, et 2 c'est impair, juste pour retenir cette définition ou cette condition. Donc on va voir un exemple, racine carrée de f de x. On a f de x égale racine carrée de 5x moins 1. L'ensemble de définitions de ça, sans les x appartient à R, il faut que 5x moins 1 soit supérieur ou égal à 0. Inter définition de 5x moins 1 est définie sur R. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis inter l'ensemble de définitions de D de G qui est R. Donc ça inter R, donc on va garder la même chose. 5x moins 1 supérieur ou égal à 0, c'est équivalent à 5x supérieur à 1, qui est équivalent à x supérieur ou égal à 1 sur 5. Donc, l'ensemble de définitions égale les x appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 1 sur 5. Je peux écrire ça sous forme d'intervalle, c'est 1 sur 5 plus l'infini. Et 1 sur 5 appartient, compris, c'est pour ça qu'on a l'intervalle est fermé à gauche. Parce que quand x égale 1 sur 5, je vais me trouver avec racine de 0 égale à 0, qui est définie, donc ne nous pose aucun problème. On va voir maintenant un deuxième exemple, dans lequel le n est impair. Racine cubique. On a f de x égale la racine troisième de 7x plus 4. On veut calculer l'ensemble de définitions. La fonction à l'intérieur est un polynôme et définie quel que soit x, donc elle est définie sur R. Donc l'ensemble de définitions de
f égale l'ensemble de définition de g de x. Pourquoi? Parce que la puissance ici est impaire. Donc, t de f égale à t de g égale à r. C'est moins l'infini plus l'infini. Maintenant, on va voir un autre exemple de fonction qui sont les fonctions puissance. F de x égale g de x à la puissance alpha. Avec alpha, c'est quoi? C'est un nombre rationnel. C'est écrit sous forme n sur m. Avec n et m, des entiers, mais vu qu'on divise par m, il faut que le m soit différent de 0, sinon on va se trouver avec une puissance infinie. Donc en fait, je vais utiliser la racine n pour définir l'ensemble de définitions des fonctions puissance. Comment on va procéder? F de x égale g de x à la puissance alpha. Donc je remplace le alpha par n sur m, c'est ça. Donc g de x à la puissance n sur m. N sur m, je peux l'écrire sous forme de n fois 1 sur m. Donc g de x à la puissance n sur m égale g de x à la puissance n, le tout à la puissance 1 sur m. C'est comme si j'ai x à la puissance ij, ça égale x à la puissance i, le tout à la puissance j. Il faut le voir juste que le n sur m, c'est comme deux nombres, c'est n fois 1 sur m. m sur m, 1 sur m aussi, n'est plus dans n, mais il est dans r. Donc, g de x à la puissance n, je le garde ici à l'intérieur. Et c'est quoi g de x à la puissance n, le tout à la puissance 1 sur m? C'est la racine m. C'est comme x à la puissance 1 demi, c'est racine carrée de x. X à la puissance 10, à la puissance 1 sur 10, c'est la racine dixième de x, ainsi de suite. Donc, on va définir l'ensemble de définitions. Donc, l'ensemble de définitions de ça dépend de deux choses. Dépend de cette puissance, l'ordre de la racine, et dépend de cette fonction g de x à la puissance n. Quand m est impair, il faut juste regarder l'ensemble de définitions de la fonction qui est à l'intérieur. On peut remplacer g de x à la puissance n par h de x. Donc l'ensemble de f, de définition de f de x, c'est l'ensemble de définition de h de x qui est g de x à la puissance n. Donc ça, c'est le domaine de définition de g de x à la puissance n. Si m est pair, là, il faut voir deux choses. Il faut s'assurer que la fonction à l'intérieur ici, il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 0, ça, la première condition. Et la deuxième condition, il faut prendre en compte l'ensemble de définitions de cette puissance ici. Parce que l'exemple plus simple, c'est g de x égale 1 sur x, et g de x à la puissance n n'est pas défini en 0. Donc, l'ensemble de définitions de f de x, quand m est pair, égale, si les x appartiennent à R tel que g de x à la puissance n soit supérieur ou égal à 0, inter l'ensemble de définitions de g de x à la puissance n, ou bien g à la puissance n. C'est très important. On va continuer. On va voir un autre type de fonction, les fonctions exponentielles. Donc, je le nomme f de x égale exponentielle de g de x. Soit l'exponentielle, je le note par e, soit par exp. Les deux représentations sont très utilisées et il n'y a pas de distinction entre les deux. L'exponentielle est toujours définie
L'exponentiel est toujours défini. Il est défini de moins l'infini à plus l'infini. Je prends n'importe quelle valeur de R, je peux calculer son exponentielle sans aucun problème. Donc ça, on a un exemple. On veut calculer l'ensemble de définitions de cette fonction qui est f de x égale l'exponentielle de 1 sur racine de 3 moins x. L'exponentielle est toujours définie, donc l'ensemble de définition de f, c'est l'ensemble de définition de 1 sur racine 3 moins x, qui est, il me faut deux choses. J'ai ici, pour cette fonction g de x, qui est le rapport de 1 et de racine de 3 moins x. Donc, il faut que le dénominateur soit non nul. C'est pour ça 3 racine de 3 moins x soit différent de 0. Ça veut dire 3 moins x, il faut qu'elle soit différente de 0. Et il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine, il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. C'est pour ça qu'on a t de f égale des x appartient à R, tel que 3 moins x supérieur ou égal à 0 et 3 moins x différent de 0. Bon. J'ai mis deux conditions juste pour mieux expliquer, parce que j'aurais pu, dès le départ, écrire d de f égale x appartient à R, tel que 3 moins x supérieur strictement à 0. Cette condition est équivalente à ces deux conditions, parce qu'il faut qu'elle soit supérieure ou égale à 0 et différente de 0, ça veut dire supérieure strictement à 0. 3 moins x supérieur à 0, si je ramène le moins, si je fais passer le x à l'autre côté, je vais avoir 3 supérieur à x. Donc x inférieur à 3, donc l'ensemble de définition, c'est moins l'infini, 3, et bien évidemment, le 3 est exclu. Toujours qu'on trouve un résultat, ce n'est pas seulement pour l'ensemble de définitions, mais même pour les résolutions, pour l'ensemble, pour beaucoup de cas, il faut toujours vérifier. Si je prends un point ici, par exemple 0, 0 appartient à moins l'infini 3. Si je remplace ici, qu'est-ce que je vais avoir? L'exponentielle de 1 sur racine 3 moins 0, ça veut dire l'exponentielle de 1 sur racine 3 est définie et a un sens. Donc là, j'ai vérifié que j'ai choisi la bonne partie. Je ne me suis pas trompé. Donc, il faut avoir, je dis ça, et juste, il faut avoir l'habitude toujours, quand vous arrivez à un résultat, essayez de le vérifier et s'assurer que le résultat est bon. On peut toujours vérifier si le résultat est bon. Donc, on va voir, je pense, l'avant-dernier exemple, qui est les fonctions logarithmiques, f de x égale ln de g de x. Avec ln représente le logarithme népérien. Le ln, c'est une fonction que vous avez déjà vue auparavant, c'est une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini avec 0 n'appartient pas. L'ensemble de définition d de f, c'est quoi? Sont les x appartient à R, tel que g de x supérieur strictement à 0. Il faut que la fonction qui est à l'intérieur de ln, il faut qu'elle soit supérieure strictement à 0. Et bien évidemment, ça, on peut aussi ajouter inter l'ensemble de définition de G. Donc, on va voir un exemple. Soit f égale ln de 2x moins 8. Donc, on veut calculer l'ensemble de définition de cette fonction. D'après la définition, d de f égale les x appartient à R tel que g de x supérieur strictement à 0. Donc ici, on remplace g par la fonction qu'on a qui est 2x au carré moins 8. L'ensemble de définition, d de f égale x appartient à R
tel que 2x au carré moins 8 supérieur strictement à 0. Si je fais passer le 8 de l'autre côté, je vais avoir 2x au carré supérieur à 8, et je simplifie par 2, je vais avoir x au carré supérieur à 4. X au carré supérieur strictement à 4, il faut soit le x est supérieur strictement à 2, ou bien x inférieur strictement à moins 2. On peut vérifier ça. Si x supérieur strictement à 2, on prend par exemple 3. 3 au carré, c'est 9, il est supérieur strictement à 4. Si je prends x inférieur à moins 3, à moins 2, qui est moins 3 par exemple, moins 3 au carré, ça fait 9 supérieur strictement à 4. Si je prends un point entre moins 2 et 2, par exemple 0, j'ai 0 au carré qui est 0, il n'est pas supérieur à 4. Donc les deux là sont, les moins 2 et 2 sont les racines de l'équation x au carré moins 4. Donc en fait, ça c'est un cas très simple. Quand le cas est un peu plus compliqué, il faut faire un tableau de signes qu'on va voir dans les exercices qu'on va traiter dans le cadre de ce chapitre. Donc l'ensemble de définitions, c'est quoi? C'est moins l'infini, moins 2, parce que x est inférieur à moins 2 strictement, donc le 2 ici, le moins 2 n'appartient pas, il est exclu. Union, x supérieur strictement à 2, ça veut dire x appartient à 2 plus l'infini, avec 2 n'appartient pas parce que j'ai x supérieur strictement. Donc là, on a vu pas mal d'exemples de fonctions et on a parcouru plus ou moins les fonctions standards ou usuelles ou bien les fonctions les plus utilisées. Maintenant, on va passer à la continuité d'une fonction. La définition, en fait, premièrement, on a une fonction toujours dans le cadre du système f, c'est une fonction de R dans R. Soit x appartient à R, on veut définir quand f est continu en x0. On a utilisé ici la définition la plus simple, on peut la voir graphiquement, elle est très simple cette définition. On n'a pas utilisé la définition classique, on utilise quel que soit x supérieur à 0, il existe θ, il existe θ, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il faut pour dire que f est continu en x0? Il faut deux choses. Premièrement, il faut que la fonction f soit définie en x0, ça veut dire le x0 appartient à l'ensemble de définitions. Je vais reprendre toujours mon exemple de racine, la fonction f de x égale racine carrée de x. Cette fonction est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, 0 compris. Si je prends par exemple le point moins 9, x0 égale moins 9, moins 9 n'appartient pas à l'ensemble de définitions. Donc, je ne peux pas parler de la continuité en moins 9, sachant que la fonction n'est pas définie. Donc, cette condition, elle est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Il faut que la fonction soit définie, et il faut une deuxième condition pour dire que f est continu en x0. La deuxième condition, c'est quoi? Il faut que la limite de f de x, quand x tend vers x0 plus, égale la limite de f de x quand x tend vers x0 moins égale f de x0. Donc en fait, si on a une courbe par exemple x au carré, la fonction x au carré, elle est définie sur R, par exemple ça, je vais juste tracer ça avec la souris, ça c'est le repère, j'ai les x et les y, j'ai ici le x au carré, par exemple. Si je prends un point ici, le point 1,
Ben, la fonction, j'ai la limite à gauche égale la limite à droite égale f de 1. C'est x0 égale à 1. Donc, en fait, toujours, il faut essayer de voir dans R, surtout, de voir toutes ces définitions graphiquement. Essayez de l'assimiler, de les comprendre graphiquement. Ça va beaucoup aider afin de comprendre les définitions. Donc, je vais prendre un exemple. On veut étudier la continuité de f en x0 égale à 2. Donc, la fonction est définie comme suit, f de x égale 5x plus 4 sur l'intervalle 0, 2 avec 0 appartient mais 2 n'appartient pas, et égale 8x moins 2 sur 2, 4, bien évidemment toujours le 2 n'appartient pas, et f de 2 est égal à 14. Donc, on veut étudier la continuité en 2. Donc, on regarde les conditions. Il faut que la fonction soit définie en 2. 2 appartient à l'ensemble défini. Oui, la fonction f est définie en 2 et 2 appartient à l'ensemble de définition. OK, qu'est-ce qui reste? Il faut que la limite de x tend vers 2 plus de f de x égale la limite de f de x quand x tend vers 2 moins égale f de 2. Très bien. Donc, ce qu'on va vérifier maintenant, la limite de f de x quand x tend vers 2 moins, ça veut dire 2 moins, ça veut dire le x il est inférieur à 2, donc je suis là, et en fait, f de x, si je suis là sur l'intervalle 0, 2, ça veut dire f de x égale à 5x plus 4. Donc en fait, la limite de x tend vers 2 moins de f de x égale la limite de x tend vers 2 moins de 5x plus 4 égale 5 fois 2 plus 4, c'est 10, plus 4, c'est 14. Je vais calculer la deuxième limite. X tend vers 2 plus. De plus, je suis à droite de 2. Donc, le x est supérieur à 2. Donc, en fait, le f de x égale 8x moins 2. La limite de x tend vers 2 plus de f de x égale la limite de x tend vers 2 plus de 8x moins 2 égale 14. Donc, j'ai la limite de f de x quand x tend vers 2 moins égale la limite de f de x quand x tend vers 2 plus égale f de 2 égale 14. Donc, la deuxième condition est vérifiée. Donc, je peux déduire que f est continu en 2. Donc, j'ai fini mon exemple. Donc, après avoir vu la définition et un exemple sur la continuité d'une fonction ou un point, maintenant, on va voir la continuité d'une fonction sur un intervalle AB. Donc, f est continu sur un intervalle i qui est égal à AB lorsque f est continu, et l'intervalle, bien évidemment, ici, il est fermé. Si f est continu, en tout point de l'intervalle ouvert AB. Si je prends n'importe quel point de l'intervalle AB, il faut que f soit continu en ce point. Qu'est-ce qu'il me reste, en fait, parce que j'ai l'intervalle est fermé ici, AP, donc je vais calculer la limite à droite de f de x. Je vais calculer la limite de f de x quand x tend vers A+. Il faut que ça soit égal à f de a, et il faut que la limite à gauche de p, ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers p moins, égale à f de p. Donc, comme ça, la première me donne la continuité sur l'intervalle ouvert, la deuxième condition me donne la continuité au point A, et la troisième condition me donne la continuité au point B. Souvent, les fonctions qu'on a sont des combinaisons de plusieurs fonctions, soit des combinaisons linéaires, soit sont des produits, soit sont des compositions, soit sont des divisions, quotients, ainsi de suite. Donc, en fait, si pour étudier, par exemple, la continuité d'une fonction quelconque, si elle est
formées sous forme d'autres termes, il suffit en fait d'étudier la continuité de ces termes. Donc en fait, d'où on a ce théorème, en fait, sont les opérations sur les fonctions continues. Si f et g, deux fonctions continues sur un intervalle i de R, alors la somme de f et g est continue sur i. Par exemple, j'ai la fonction x au carré plus x au carré est continu, x continue, la somme est continue. Ou j'ai par exemple sinus de x plus le cosinus de x, par exemple, est continu sur l'intervalle 0, pi, le sinus est continu, le cosinus est continu, la somme est continue. Le deuxième point, si j'ai alpha 1 réel, j'ai le produit alpha fois alpha et f est continu sur i. Très simple, si j'ai par exemple sinus est continu sur 0 pi, ben, par exemple 20 sinus de x est continu sur le même intervalle. Donc en fait, quand je multiplie par une constante, ben, la fonction reste continue. Si j'ai le produit de deux fonctions, par exemple, la même chose, je vais prendre un autre exemple. J'ai f de x égale l'exponentielle et g de x égale ln de x sont par exemple de fonctions continues sur l'intervalle n2, le produit est continu sur l'intervalle n2. Le quatrième cas, j'ai aussi la division de deux fonctions est continue sur l'intervalle i. Mais ici, je divise par g. Donc en fait, il faut que g soit différent de 0, parce que sinon je vais me trouver avec quelque chose d'infini. Donc, est continu sur i si g de x est différent de 0 sur i. Sinon, je vais exclure les points où g de x est nul. Conséquence de ce théorème, les fonctions affines, polynômes, rationnels, produits, sont continues sur leur domaine de définition en utilisant ce théorème. En fait, il suffit juste de voir dans les termes, si les termes qui composent cette fonction sont continus, à l'exception de la division, où il faut s'assurer que le dénominateur est non nul. Maintenant, on va passer à un théorème qui s'appelle théorème des valeurs intermédiaires. Et on va voir l'utilité de ce théorème. En fait, soit f est une fonction continue sur un intervalle i de R, a et b, deux points de i, tels que f de a fois f de b est inférieur à 0, alors il existe c appartient à AP ouvert, tel que f de c égale à 0. Ok. En fait, on va voir ça graphiquement, c'est beaucoup plus ça permet de mieux comprendre les choses. Premièrement, pour ce théorème, la première condition, c'est la continuité. Il faut que la fonction soit continue sur un intervalle i. Parce que si la fonction n'est pas continue, ce théorème n'a plus de sens, hein, n'a plus d'utilité. La continuité de la fonction f est obligatoire et nécessaire. Donc j'ai une fonction continue. Deuxième condition, c'est quoi? C'est que j'ai f de a, ça par exemple j'ai a et j'ai b, j'ai quoi? J'ai f de a fois f de b inférieur à 0. Produit de deux termes est négatif si et seulement si l'un des deux terme est négatif. L'un est négatif, strictement, est négatif, inférieur strictement à 0, et l'autre est positif, supérieur strictement à 0. Pourquoi? Parce que si les deux termes sont positifs, le produit est positif. Si les deux termes sont négatifs, le produit est positif. Si l'un des deux termes est égal à nul, le produit est nul. Donc, quand le produit est inférieur à 0, ça veut dire un est négatif et l'autre est positif. Donc,
Donc, ça peut être dans ce cas-là, on a considéré que f de A est négatif et le f de P est positif. Ça, f de A, il est inférieur à 0. F de B, donc j'essaie le P, f de P, il est supérieur à 0. La fonction est continue, donc elle fait le départ de A et elle arrive à P, donc ici. Donc, à un certain moment, elle va traverser l'axe des X. Ici, ce n'est pas une fonction, f n'est pas une fonction monotone, donc c'est pour ça la fonction est croissante, décroissante, croissante. Donc ici, elle coupe l'axe des X en 3 points. Donc ici, il existe 3 points, 3C, C1, C2, C3, tels que f de C1, c'est ça égale à 0, f de C2 égale à 0, f de C3 égale à 0. Quand la fonction est strictement monotone, ça veut dire strictement croissante ou strictement décroissante, on peut dire qu'il existe un seul C tel que f de C égale à 0. Donc ça, c'est la représentation graphique de ce théorème. J'ai 2 conditions qu'il faut retenir. J'ai 2 points, et bien, il faut la continuité entre les 2 points, et il faut que f de A fois f de P soit inférieur à 0, ça veut dire 1, f de A est supérieur à 0 et f de P inférieur à 0, ou vice-versa. Et on va voir un exemple. Un exemple, on veut, par exemple, montrer que f de x égale x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 3 plus 2 admet une solution comprise entre moins 1 et 1. Ça, ce n'est pas un polynôme d'ordre 2 qu'on peut utiliser delta pour chercher les solutions et pour dire en fait la solution elle existe et égale et donner la valeur de la solution. C'est un polynôme d'ordre 5. Un polynôme d'ordre 5, manuellement, il est difficile à résoudre. Donc, soit on fait recours à d'autres méthodes pour chercher la solution, méthode soit d'approximation, soit on fait recours à des méthodes numériques. Ici, on peut appliquer ce théorème pour dire en fait, cette fonction admet une solution comprise entre moins 1 et 1. Donc, on va appliquer ce théorème des valeurs intermédiaires. On a quoi? On a la fonction f est une fonction polynomiale, donc elle est définie et continue sur R. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut chercher une solution entre moins 1 et 1. Très bien. Donc, la fonction f est continue sur l'intervalle moins 1 à 1. Donc, ça, c'est la première condition de ce théorème. F est une fonction continue sur l'intervalle. La deuxième condition, est-ce que f de A fois f de P est inférieur à 0? Donc, pour cela, on va calculer f de A et f de P. On a le A égale à moins 1 et le P égale à 0. F de A, f de moins 1 égale à quoi? Égale moins 1 à la puissance 5, plus 2 fois moins 1 à la puissance 3, plus 2. Moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc, moins 1, moins 2, plus 2, c'est moins 1. Donc, ça, c'est pour f de moins 1. On va calculer f de 0. Je remplace x par 0. Ça, c'est 0. Et ça, c'est 0. Donc, plus 2. Donc, 0 plus 0 plus 2 égale à 0. Donc, f de 0 égale à 2. On fait le produit. On n'a même pas besoin de faire le produit. On a f de moins 1 est inférieur à 0 et f de 0 est supérieur strictement à 0 et f de moins 1 est inférieur strictement à 0. F de moins 1 fois f de 0 égale moins 1 fois 2 égale à moins 2 inférieur strictement à 0. Donc, on a les 2 conditions du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C dont moins 1, 1, intervalle ouvert, tel que f de C égale C à la puissance 5 plus 2C à la puissance 3 plus 2 égale à 0, ça veut dire solution. Ça veut dire que cette fonction admet une solution. Si, par exemple, on a le cas de montrer
qu'il existe une solution où, par exemple, 5x plus 2x égale moins 7. Cette équation, vérifier où il existe un C qui vérifie cette équation. Ben, en fait, on peut toujours transformer cette fonction au lieu d'avoir x à la puissance 5 plus 2, x à la puissance 3 égale moins 7, et je vais avoir x à la puissance 5 plus 2 à la puissance 3 plus 7 égale 0, et je me trouve toujours avec cette écriture. Je peux toujours transformer ma fonction sous cette forme. Maintenant, on va parler du prolongement par continuité. Donc, en fait, c'est quoi le principe avant de lire avant de donner la définition? C'est que j'ai une fonction qui est continue sur un intervalle et j'ai envie de prolonger cet intervalle, de le prolonger. Ça veut dire de l'agrandir, de l'élargir, d'ajouter d'autres points ou intervalles ou autres. Donc, soit f une fonction de i dans R, f une fonction de i dans R, et A n'appartient pas à I. Voilà. Si f admet une limite L en A, ça veut dire la limite de f de x quand x tend vers A égale à L, donc admet une limite, la limite définie existe, alors la fonction que je note f tilde, qui est I union le point, le singleton A, dans R, défini par f tilde de x égale f de x si x différent de A égale L si x égale A et continue sur I union f de A. Cette fonction est appelée le prolongement de f par continuité en A.